En manchette aujourd'hui, décès d'un écolier à Amos, le bureau du coroner ouvre une enquête et près de 4 millions de dollars pour sécuriser l'aéroport de Val-d'Or. Le TVL Nouvelle Midi commence maintenant. Ici Anthony Dallaire et très heureux de vous retrouver. On débute le bulletin avec une nouvelle tragique qui, on le sait, en a attristé plus d'un. Eh bien, le bureau du coroner a été avisé du décès de l'adolescent qui a été happé par une voiture à la sortie d'un autobus scolaire le 27 août dernier. Une investigation est donc en cours par la coroner Maître Marilyn Morin qui rédigera par la suite un rapport. Dans ce dernier, elle exposera l'identité de la personne décédée, la date et le lieu de son décès, ainsi que les causes probables et les circonstances entourant le décès. La coroner pourra également faire des recommandations qui sont des mesures préventives pour protéger la vie humaine et éviter des décès dans des circonstances semblables. Québec finance la mise à niveau de l'aéroport de Val-d'Or. Le gouvernement provincial octroie près de 3,7 millions de dollars afin de restaurer les infrastructures portuaires. L'objectif est de rénover le stationnement des aéronefs et les voies de circulation adjacentes ainsi que de remplacer l'entièreté de l'éclairage. L'aide financière s'inscrit dans la politique de mobilité durable visant notamment à assurer des installations aéroportuaires sécuritaires. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, est-ce que les infrastructures aéroportuaires vous semblent adéquates dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Dans le monde municipal maintenant, les municipalités s'inquiètent de voir le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, le TEC, diminuer. Et André, le gouvernement fédéral serait la source du problème. Du moins, selon l'Union des municipalités du Québec qui affirme que la contribution d'Ottawa dans le programme a été réduite de 338 millions de dollars pour les 5 prochaines années par rapport à la période précédente, ce qui représenterait une diminution de 30 % par région. Les montants d'argent versés par le fédéral et le provincial servent entre autres à l'entretien et la réfection d'infrastructures municipales. Et à Amos, le maire Sébastien Dastoum partageait que les impacts sont bien réels, d'autant plus qu'avec l'inflation importante des dernières années, eh bien, le montant total que recevra la municipalité n'est pas représentatif des besoins. En 2005, Amos touchait un peu plus de 740 000 $ par année, alors que 20 ans plus tard, l'an prochain, elle recevra 3 000 $ de plus. Et des choix vont devoir être faits, notamment pour la durée que prendront des travaux majeurs, dont certains sont urgents à réaliser. On a 3 grands projets à Amos qu'on voulait faire dans les 3 prochaines années. On voulait finaliser la 3e phase de la première avenue. On voulait faire le bassin de surpression qu'on a besoin pour maintenir la sécurité incendie de nos bâtiments et aussi tenter d'arrêter de chlorer l'eau. Puis on voulait aussi refaire les berges de la rivière Arcana qui sont en train de s'affaisser. Et c'est sûr qu'on ne pourra pas faire ça dans les 3 prochaines années. On va falloir l'étirer. Et là, on va repousser des travaux sur les prochaines années. Et ça, bien, ça va créer un déficit d'infrastructure municipale qui va être une catastrophe pour le futur. Oui, et en plus de ça, Sébastien Dastoum plaide pour une meilleure reconnaissance des spécificités de la région. Oui, parce que les programmes de financement d'infrastructures comme le TEC, mais aussi d'autres, sont souvent pensés pour les grands centres comme Montréal, selon lui. Il me disait que les gouvernements provinciaux et fédéraux doivent reconnaître que l'Abitibi-Témiscamingue est une région particulière, notamment de par sa position plus nordique et la façon dont les saisons peuvent influencer les travaux d'infrastructure. On a un souterrain qui est différent, on a des contraintes de travaux qui sont différentes, on a peu de temps dans l'été pour faire les travaux. Ça fait une inflation supplémentaire ou des coûts supplémentaires que ça, c'est jamais considéré dans les différents programmes. Alors, ça vient diminuer le pourcentage de subventions qu'on a par rapport au reste du Québec. Je suis en attente d'une réponse du cabinet du ministre fédéral du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités. Anthony, je vous reviens ce soir avec un reportage complet au TVA 18h, notamment avec le point de vue de la mairesse de Rouyn-Noranda et celle de Val-d'Or. Oui, un dossier fort intéressant à suivre. Merci, André. Au plaisir. En éducation, maintenant, les établissements d'enseignement supérieur se voient forcés de limiter drastiquement leur investissement par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et dans la région, le cégep et l'université sont déjà à revoir leurs priorités.
Ça nous amène dans une situation très, très difficile. C'est un sérieux problème pour l'UQAT. Les enveloppes d'investissement du ministère de l'Enseignement supérieur versées au cégep et universités seront beaucoup moins importantes que prévu pour la prochaine année. On souhaitait faire cette année pour un peu plus de 10,5 millions d'investissements en infrastructure, c'est-à-dire à la fois en termes de bâtiments, d'entretien, d'agrandissement, d'amélioration, de maintien, mais aussi d'acquisition d'équipements de tout type pour nos programmes d'études. Ma capacité de dépenser qui m'a été transmise est de l'ordre de 3 millions. Nous, on prévoyait dépenser autour de 10,5 millions dans l'année. Globalement, c'est 16 millions de contrats de construction, rénovation qu'on faisait, mais financés par le ministère, c'est 10,5 millions. Toutefois, on a eu la nouvelle le 31 juillet que c'est 8,3 millions qu'on devait dépenser au maximum. Les impacts des restrictions budgétaires seront bien réels pour le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. On est en implantation de 2 nouveaux programmes d'études au cégep qu'on a obtenus, architecture et physiothérapie. Heureusement, on avait commandé quelques équipements qui étaient, je dirais, essentiels pour faire l'offre du programme dans la prochaine année, mais il restait des choses à commander. Là, je ne peux plus les commander. Le vice-recteur aux ressources de l'UQAT, Luc Boisvert, assure que la mesure ministérielle n'aura pas d'impact direct sur les étudiants. On va réussir à ce que ça n'affecte pas les étudiants, notamment les projets qui vont être repoussés, c'est le projet de rénovation des toitures. C'est le genre de projet qu'on peut repousser, mais qui n'est jamais une bonne idée de repousser, évidemment. Là. Quand on a des problèmes de toiture et de l'écoulement qui se fait pas bien, donc ça génère tout ça de problèmes, ça génère l'usure prématurée. Le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue espère que la rencontre de jeudi avec les fonctionnaires du ministère de l'Enseignement supérieur permettra de limiter les baisses d'investissement. Est-ce qu'on est capable d'obtenir de l'ouverture en lien avec des obligations de santé et sécurité? Dans une déclaration écrite, la ministre de l'Enseignement supérieur affirme que la mesure est dans un objectif de saine gestion des fonds publics, que le ministère fera preuve de flexibilité pour que les établissements soient en mesure d'honorer leur engagement contractuel. Elle ajoute que le ministère est à pied d'œuvre pour soutenir les réseaux dans cette période de transition. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Au culturel, c'était hier le lancement du premier livre de Françoise Riopelle intitulé « Que ressens-tu » au Centre Femmes Ressources d'Amos. L'autrice nous partage avec générosité ses premiers ressentis énergétiques, ses prises de conscience et plusieurs témoignages. Le livre est divisé de façon à ce que chaque page, il y ait une nouvelle histoire. Et au sport, c'est à compter d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche que se déroule la 3e édition du Raid Témiscamingue. Une trentaine d'équipes provenant de plusieurs pays du monde prendront part à plusieurs épreuves sportives auxquelles leur endurance, leur détermination et leur orientation seront mises à l'épreuve. Un reportage d'Alexis Dumont. Ils seront une trentaine d'équipes et plus d'une centaine d'athlètes à prendre part à la 3e édition du Raid Témiscamingue. Il s'agit d'un parcours comportant plusieurs épreuves sportives telles que du vélo, de la course, de la tyrolienne et bien d'autres. On est à la 3e édition et ça consiste à recevoir des athlètes d'un peu partout à travers la province, le pays et la planète pour un parcours de 170 km sur notre territoire, donc sur nos lacs, dans nos champs, dans nos forêts, nos montagnes. Donc c'est vraiment une expédition sur 3 jours où les gens sont ici pour se dépasser et vivre une aventure. On garde toujours les mêmes types d'activités, c'est-à-dire la course, le vélo, le canot, quelques activités de corde, escalade, rappel, la tyrolienne qui est de retour également cette année, ce qui est quand même un des incontournables du week-end. Cette année, c'est à Rémigny que les hostilités sont lancées. Chaque année, ça se promène. Donc, cette année, on a choisi de se situer dans le nord du Témiscamingue. Donc là, aujourd'hui, pour le lancement, on est à Rémigny. Ce sera aussi le départ samedi matin à Rémigny. Du côté de Notre-Dame-du-Nord, à l'école Rivière-des-15, il y aura le Raid Jeunesse. Témiscamingue First Nation, la communauté autochtone aussi, sera l'hôte de l'arrivée du samedi. Et on termine ça à Saint-Bruno-de-Guigue le dimanche. Les participants sont bien prêts et enthousiasmes à l'aube du départ. Ça va ressembler à quoi vos objectifs pour le week-end? Nous, vraiment, là, on veut absolument avoir du plaisir. Notre objectif, c'est de se sortir de tout ça sans blessure, puis en ayant eu vraiment du fun. Sortir de notre zone de confort, avoir du plaisir. Objectif premier, avoir du plaisir. 2, performer.
à aller essayer de gagner le raid avec Lynn. Fait qu'on va essayer de mettre nos habiletés ensemble puis faire du mieux qu'on peut. Les participants feront leur arrivée lors de la finale ce dimanche dans l'après-midi, arrivée qui se fera à Saint-Bruno-de-Guigue. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Rimini. Et tournons nos yeux vers nos terrains de golf maintenant, puisque les Huskies de Rouyn-Noranda tiennent aujourd'hui leur tournoi de golf annuel au profit du Fonds d'études des joueurs. Malgré la pluie, plusieurs personnes sont au rendez-vous au club de golf municipal d'Alaire de Rouyn-Noranda. Quelques activités sont sur place, ainsi qu'un souper-conférence avec l'ancien entraîneur-chef de la Ligue nationale de hockey, Bob Hartley, sont au menu pour l'occasion. Et glissons du golf au hockey maintenant. Ce dimanche, les Foreurs de Val-d'Or reçoivent les Huskies de Rouyn-Noranda à Amos. Ce sera au pavillon Paul Carrière du complexe sportif Desjardins à 15h. Ce sont les Forestiers d'Amos qui organisent l'événement. Pour l'occasion, une prévente aura lieu pendant les 2 matchs locaux des Forestiers vendredi entre 19 et 21h et samedi entre 13 et 15h. L'équipe d'Amos affrontera de son côté les Estacades de Trois-Rivières. Et finalement, la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est de la pluie qui est prévue pour tous les secteurs avec des risques d'orage pour le Témiscamingue et une température stable de 11 degrés Celsius. Pour ce soir et cette nuit, on prévoit toujours de la pluie pour la région avec un minimum de 6 degrés pour l'Abitibi et de 8 pour le Témiscamingue. Et je termine en vous informant de petits changements au sujet de la marche du Rhin prévue demain à 9h à la Sarre. En raison du mauvais temps prévu, cette dernière est déplacée dans la salle du club de curling de la Sarre à la même heure. Sur ce, on se retrouve au TV à 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée.